les plus complotistes, évidemment, eux, sont les plus visibles tout le temps. Et les médias font ce travail. Ça, c'est un travers médiatique. J'ai vu le travail des journalistes, la manière de travailler des journalistes. Ils viennent en manifestation en début de cortège. Ils choisissent quelques personnes pour faire des interviews, en ayant un scénario en tête parfois, en sachant ce qu'ils veulent dire. Et ensuite, une fois qu'ils ont leurs images, ils filment le début du cortège qui part et ils s'en vont, ils rentrent chez eux. Donc leur présence se limite parfois à une demi-heure. Efficacité, parce que c'est le journalisme efficace et rapide. Ça, c'est surtout le fonctionnement des journalistes dans les grandes villes, comme Nice, comme Paris, comme Lyon. Je sais que sur Mont-Soleil-Mine, les journalistes étaient présents du début jusqu'à la fin du cortège. La presse écrite est beaucoup plus présente aussi. Ouais, après les journalistes, c'est pareil, c'est un grand paquet. On parle de qui? Des journalistes de LCI, des journalistes de 20 minutes, non, nous, des quotidiens régionaux, c'est pas la même chose. La locale est beaucoup plus présente et tisse des liens, etc. Mais je parle vraiment des images médiatiques larges qui étaient diffusées depuis les Gilets jaunes et les nationales. On se retrouvait très souvent avec le choix des intervenants les plus farfelus possibles au début de manif, et puis ensuite on récupère les images de quelques liveurs quand il y a des violences. Et les journalistes n'étaient même plus présents au moment des violences, ils ne sont même pas témoins de ce qui s'est passé, ce qui fait qu'ils racontent n'importe quoi, comme par exemple l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où les journalistes ont repris, parce qu'ils n'étaient pas présents tout simplement, ils ont repris le discours officiel mensonger, et il a fallu une guerre médiatique et plusieurs jours pour qu'il soit établi, et le témoignage des personnels de l'hôpital, pour qu'il soit établi que c'est bien les policiers qui ont poussé les gens dans l'hôpital, et non pas des gilets jaunes fous qui ont attaqué un hôpital. Donc c'est intéressant de voir comment ça s'est passé, et une défiance s'est installée à ce niveau-là aussi. Et donc il y avait à la fois donc, sur le terrain des personnes qui étaient jusqu'au boutistes, parfois complotistes, parfois dégoûtées, en grosse rupture. Il y avait une défiance envers les médias qui était de plus en plus forte, surtout avec des précédents comme l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, etc. La cagnotte, par exemple, d'Étinger, ça a choqué beaucoup de monde. Il y a eu une fake news qui a été propagée, comme quoi Christophe Détinger, le boxeur, avait des gants renforcés avec du métal. Et il était venu pour en découdre. C'est comme ça que ça a été présenté par les médias. Parce que c'est les policiers qui ont mené l'enquête qui l'ont raconté. Et en fait, donc c'est un gilet jaune qui a défendu une vieille dame qui était tombée par terre contre des policiers qui l'a frappé au sol. Et il y a une scène qui est très, très diffusée. On le voit mettre des coups de poing à des policiers qui reculent. Pour les repousser, ouais. Et il a été présenté comme un violent d'extrême droite qui est venu avec des gants renforcés avec du métal pour en découdre. Il a également été très discriminé du fait de ses origines foraines ou gitanes, je crois. Oui, voilà, il avait des origines gitanes, etc., etc. Et en plus, donc, il y a eu une cagnotte des Gilets jaunes qui ont compris qu'il y avait de la désinformation à ce sujet-là, parce qu'ils savaient que très vite, on a vu qu'il n'y avait pas de gants renforcés. En fait, tous les gants ont un petit peu de métal à l'intérieur quand c'est des gants de moto. Donc, ils se sont servis c'est des gants de moto qu'il avait parce qu'il était venu avec sa moto, quoi. Enfin, et ils ont fait comme s'il avait renforcé lui-même ses gants en rajoutant du métal à l'intérieur, quoi, ce qui est totalement faux. Et donc, cette campagne de diffamation contre lui dans la presse, orchestrée par les autorités, par la police, etc., a entraîné ensuite la suppression d'une cagnotte qui correspondait à des millions d'euros. De cette histoire médiatique. Et moi, ça me choque encore aujourd'hui, cette histoire, parce que je me dis, tiens, pour lui, on peut supprimer une cagnotte qui attend des millions, et pour Hold Up, on ne peut pas. Ouais. Et alors, puisque tu parles d'Hold Up, on va pouvoir faire la jonction avec le dernier sujet, parce qu'on est quand même à 2h20. Oui. Je crois que c'est la plus longue vidéo qu'on aura faite de cette chaîne, toutes vidéos confondues. Ouais, mais ce sera aussi la plus intéressante. Je suis bavard. Peut-être. Donc, on arrive au dernier point. On a parlé donc l'arrivée de la pandémie avec l'état actuel des Gilets jaunes. Et arrive un dernier point que tu viens de citer avec notamment Hold Up, c'est qu'arrive sur cette sauce qu'on a parlé déjà, arrive en plus un élément supplémentaire que Yanis a déjà aussi parlé, c'est des gens qui vont se faire une renommée, parfois même des gens qui étaient déjà connus par certains milieux, je parle notamment de la zététique, je vais la nommer tout de suite, Alexandra Orion-Code, par exemple, que nous on connaissait de longue date, qui nous faisait mourir de rire à l'époque où on s'envoyait les vidéos entre nous en disant « Ah, regarde ce qu'elle a dit !» On était mort de rire. Et là, tout à coup, la voir devenir une tête d'affiche
une égérie des antivax en disant oui, mais ancienne généticienne de l'INSERM, et toi, tu es là, tu te dis non, mais si tu savais qui c'est, quoi, si tu savais ce qu'elle défend, si tu savais les conneries qu'elle a pu dire, et tu viens me dire à moi que c'est quelqu'un de scientifique qu'il faut l'écouter. Alors, et rappelle-moi déjà comment on écrit le mot science, tu sais pas. Ça, tu l'as vécu. Alors, explique-nous comment tu vois ça. Quand arrivent les Fouché, quand arrivent les Perron, je parle même pas de Raoult. Hein. Raoult, bon, voilà. Mais Bah, moi, j'en veux beaucoup aux médias qui ont usé de. Qui sont vraiment agenouillés devant l'autorité. Didier Raoult a eu un tapis rouge ouvert très tôt par beaucoup de médias. Euh, Fait remarquable, on a parlé des gaz lacrymaux. Mon dossier a été enfin validé par André Picot durant la pandémie. Il va sortir, je sais plus quel mois exactement, avril 2020, un truc comme ça, enfin mai 2020 par là, après la première vague. J'avais promis l'exclusivité à la journaliste de l'Obs qui m'avait suivi. Je lui donne mon dossier, je lui dis ça va sortir tel jour, tu peux le publier. Elle contacte la rédac, elle est à fond, elle prépare une vidéo avec moi, enfin gros truc. Et grosse campagne autour de ça. Et puis elle est toute contente, la journaliste, parce qu'elle va me dire les audiences au fur et à mesure en privé. Elle me dit putain, Alex, c'est génial ton article sur ton dossier, il cartonne, hein, c'est c'est le deuxième article le plus lu de l'Obs. Je fais, ah, c'est quoi le premier? C'est l'interview de Perron. Voilà. Donc, juste pour information, non, ce n'est pas les Gilets jaunes qui ont mis devant ces personnes. Non. C'est BFM, c'est les magazines, les journaux. Mais non, je ne le dis pas à vous, mais je le dis de manière générale, parce qu'il y a beaucoup de monde qui associe finalement ces personnalités, parce qu'elles ont été soutenues par les Gilets jaunes ensuite. Oui, elles ont été propagées parce qu'ils avaient des gros réseaux. Mais elles ont été d'abord médiatisées et mises en avant par les institutions. Aberkan, c'était Le Point depuis longtemps. Raoult, c'était Le Point aussi. Fouché, c'était un reportage de France 3, je crois, ou un truc. Ouais, il y a plein de journalistes qui avaient déjà mis en avant ces personnalités problématiques. Et je pense qu'il y a un réseau qui est un peu sous-estimé, c'est celui de l'AIMSIB, qui est de l'Orgeril, reliqué, etc., qui était un peu en sous-main chez Réinfo Covid, et qui ont servi un peu de base arrière et qui ont fourni beaucoup de désinformateurs aussi. Hein. Il y en a beaucoup qui sont liés à l'AIMICIB, qui est un collectif anti-vax historique avec Delorgeril qui était qui contestait les statines et les trucs sur le cholestérol. Enfin, c'est une longue histoire aussi. Donc en tout cas, il y a des personnes qui étaient à la fois des historiques de la désinformation, qui étaient très versés dans ça, qui ont profité de la situation pour se mettre en avant, pour avoir des discours de plus en plus radicaux, etc. Et effectivement, ça a pris chez les franges les plus contestataires en France, parce qu'ils avaient des discours très radicaux envers le gouvernement. Et donc, ça plaisait évidemment à toutes les franges manifestantes, quelles qu'elles soient. Donc, ça pouvait être à la fois l'extrême droite qui contestait Macron, l'extrême gauche qui contestait Macron, les gilets jaunes qui étaient en défiance par rapport aux autorités. Donc, il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient sensibles à ces discours. Et ça a fait une sorte de melting pot. Il ne faut pas sous-estimer tout ce qui est médecine alternative, naturopathe et compagnie. Il y a eu un énorme réseau qui était préexistant, qui était promu par les médias. C'est-à-dire que quand on regarde un journal télé de 20 heures classique comme ça, c'est pas rare qu'il y ait un petit sujet bouche-trou à la fin où on va présenter la petite naturopathe du coin, le gars qui fait des câlins aux arbres. Les sorciers. Voilà. On montre un petit peu, on fait une petite interview sympathique, on le rend gentil, voilà. Donc ce genre de choses, sournoisement, avait déjà été très ancré. Et c'est ce type de pensée qui ont permis finalement à cette anti-science de se développer à ce point-là. Et je pense qu'il y a une perception fantasmée de la science qui vient aussi des séries télé et des reportages. Hein. Moi quand j'étais en labo de recherche, que je faisais mon doctorat, la télé est venue un jour dans mon institut parce qu'il y avait un chercheur qui avait fait un super truc sur le diabète. Ah, mais il fallait qu'on mette tous tout de suite la blouse. Vas-y, mets-toi dans la salle, mets-toi dans le labo P2, s'il te plaît, juste pour le style. Non, mais je veux pas aller dans le P2 pour rien. Mais si, vas-y, ça va faire des images pour la caméra. Donc, on se retrouve même les scientifiques jouaient le jeu, hein, mais on a créé une image populaire du scientifique qui ne correspond pas à la réalité.
On a laissé se propager de la fraude scientifique qui m'a dégoûté de la recherche, c'est ce qui m'a fait quitter la recherche de longue date, avec un système de journaux scientifiques où quand on connaît bien l'éditeur, on peut passer. Moi, c'est ça qui m'avait dégoûté le plus, hein, qui n'est pas tant adressé que ça, mais moi, je savais que quand tu étais directeur de recherche, si tu avais quelques amis éditeurs de journaux, tu pouvais passer des articles. Oui, quand c'est pas tes potes, tes bras droits qui créent leur propre revue. Alors ça, c'est encore l'étape au-dessus que j'ai découverte vraiment avec la pandémie, où là, on a carrément l'IHU qui a fait un système de publication, mais enfin, c'est hallucinant le fric qu'ils ont brassé grâce à ça, hein. Tu as fait plusieurs tweets et publications à ce sujet d'ailleurs. Moi, j'ai beaucoup enquêté sur le sujet parce que c'est quelque chose qui m'a... Moi, ça me dégoûtait déjà de base, le système de recherche. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et alors, ça paraît peut-être un peu fou et rebelle. Je voulais pas me soustraire à l'avis des pairs. Quand j'ai fait mon travail sur les gaz lacrymaux, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, je l'ai envoyé à des spécialistes qui ne me connaissaient pas, en espérant qu'ils aient le temps de le lire. Mais je ne suis pas passé par les journaux scientifiques. En fait, j'ai fait ça parce que je m'étais juré de jamais donner d'argent aux journaux scientifiques et de ne jamais passer par les journaux scientifiques. Quitte à perdre en crédibilité, je veux être revu par les pairs. Je veux avoir un esprit critique sur mon travail. Mais je ne veux pas que ça passe par un journal scientifique. Donc, du coup, je l'envoyais à des scientifiques comme ça. Est-ce que tu as le temps de le lire? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Et je me soumettais au regard critique de mes pairs, entre guillemets. Alors, mes pairs, je suis un peu prétentieux parce que c'est pas du tout mes pairs, ils sont largement au-dessus de moi. Mais je me soumettais à ce regard critique. Et finalement, alors, je suis peut-être un peu fou sur ça ou spécial sur ça, mais comme je te l'ai raconté au début de notre live, là, enfin, dans notre live de notre enregistrement, c'est enregistré. Je trouve que j'ai réussi un petit peu à avoir un avis critique de spécialistes du domaine, Dan Caseta, etc., des toxicologues, qui ne s'expriment pas toujours publiquement, hein, mais certains le font. Et finalement, avoir une relecture par les pairs, sans passer par un journal scientifique, sans passer par tout le système académique classique, etc., et pourtant avoir une certaine validité et validation et un impact médiatique. Et je trouve ça un petit peu dangereux, justement, parce qu'il y en a qui cherchent uniquement l'impact médiatique sans s'exposer à la revue par les pairs ou à la critique. Et c'est tout ce qu'ont fait les Henri Oncode, les Raoult et les machins, qui ont chanté le système de revue par les pairs en passant par des journaux scientifiques qu'ils contrôlaient. Mais du coup, ils n'ont pas été revus par leurs pairs. Ils ne se sont jamais exposés à la critique de leurs pairs et ils se sont directement adressés aux médias et au public avec une complicité coupable, à mon sens, des médias, qui leur ont vraiment tendu beaucoup trop de micros par rapport à ce qu'ils valaient et par rapport aux enquêtes qu'ils auraient pu faire sur eux. Et je pense voilà, à Raoult Perron, clairement, qui était au début des têtes de gondole, mais extrêmement visibles, et qui n'était pas visible que sur les réseaux sociaux. Et une fois que ces personnes... Fouché, puisque Réinfo Covid, avec Fouché, ouais. L'impact de Réinfo Covid dans la désinformation sur les vaccins, elle est terrible. L'impact de Réinfo Covid derrière est énorme. Alors Réinfo Covid, c'est pour moi clairement très lié à l'IHU. C'est pas aussi peu lié qu'on le pense, parce qu'il y a Carole Cassagne qui est à l'IHU, qui est la compagne de Louis Fouché, et qui s'impliquait dans tout ce que faisait Louis Fouché. Donc du coup, Louis Fouché ne faisait que parler d'hydroxychloroquine au début. C'était sa thématique. Et il y avait le fameux groupe CIA, là où Stalek a parlé, où Xavier Azalbert était dedans quand même. Ça a été reconnu juridiquement. Il y a eu un procès au cours duquel il a été montré que Xavier Azalbert en faisait partie, et où il y avait donc Yanis Roussel qui donnait les directives de l'IHU en termes de désinformation à France Soir et à tout ce groupe. Donc effectivement, l'ensemble de ces désinformateurs étaient profondément liés à l'IHU. Et là, les médias, je dis ça parce que les médias n'ont pas invité Fouché massivement. Il a été invité marginalement. C'était pas quelqu'un qui était aussi présent qu'un Didier Raoult ou qu'un Christian Perron. Mais pour moi, les médias ont merdé en invitant ces têtes de gondole, ces vrais désinformateurs, les chefs de la désinformation. Et derrière ces chefs de la désinformation, ont constitué leur réseau grâce à leur notoriété. Et ces réseaux-là ont diffusé ensuite massivement dans la population en les inondant de contenu, que ce soit le Conseil scientifique indépendant, que ce soit Réinfo Covid, etc. Donc on a vraiment eu là pour moi un scandale sur la désinformation, sur l'inactivité des autorités sur la désinformation.
et une grosse remise en cause à faire dans beaucoup de corps de métier, pas seulement les médias évidemment, parce que médiatiquement il y a eu un problème, mais pas seulement. Pas seulement. Le monde scientifique doit se remettre en question grandement sur son mode de publication, parce que on voit que on peut publier n'importe quoi et on passe son temps à débunker, et les pubs sont même pas rétractés. Là, je suis en train de me battre contre la pub de CNF et McCullough, quoi. CNF et McCullough, pour rappel, c'est ceux qui disent que le vaccin cause le cancer. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est pas nouveau, puisqu'on peut rappeler l'affaire Wakefield c'est Wakefield, hein. Wakefield, ouais. Ouais, tout à fait, Wakefield, ouais. Voilà, qui a planté pour des années et encore aujourd'hui l'histoire que le vaccin causerait. On disait quoi lui dire la scoliose en plaques, je pense que voilà, c'est ça, sclérose en plaques. Mais il y a encore plus marquant, parce que parmi les désinformateurs sur les vaccins historiques, il y a Stéphanie Seneff qui parlait du vaccin qui cause l'autisme. Et parmi les désinformateurs sur les OGM, il y a Seralini qui a publié dans un journal scientifique. Journal scientifique qui est le même que celui qui a publié ce qu'on essaie de faire rétracter là, le papier de Seneff et McCullough, qui dit que les vaccins causent le cancer. Donc il y a des scientifiques problématiques qui mériteraient de se faire dégager de leur université. Je parle de Domingo, qui est le rédacteur en chef de ce journal, qui ne répond pas aux demandes de rétractation et qui ne publie pas les lettres de réponse et qui publie n'importe quoi. Et c'est pour ça, c'est le problème, à mon sens, si tu me permets, Alexander, et je ne suis pas scientifique, hein, moi je suis un formateur et passionné des esthétiques, mais c'est un problème justement, c'est comment veux-tu, nous on combat pour essayer de faire comprendre la science, comprendre comment elle fonctionne, mais après on ne se leurre pas non plus, on connaît aussi les dérives possibles à cause de son fonctionnement, on connaît les problématiques qui se posent à elle, notamment le système des revues, hein, les revues, elles se font des couilles en platine, des coronesses en platine. Il y a plein de problèmes, on les connaît ces problèmes, et c'est vrai que c'est compliqué quand on est en face de gens qui nous disent oui, mais la science, on l'a bien vu avec le tabac, les scientifiques, ça peut s'acheter, etc. Et c'est dur de lutter, de faire comprendre comment fonctionne vraiment la science quand elle est bien faite, pas quand elle est tronquée. Voilà. Ouais, et cette histoire de tabac, la crise des opioïdes, etc., c'était quelque chose qui n'était pas nécessairement extrêmement présent dans la bouche des Gilets jaunes avant la pandémie. Et c'est intéressant parce qu'il y a une défiance vers le monde scientifique qui s'est installée dans la population en général, je pense, et ça dépasse les Gilets jaunes, parce que pour eux, scientifique correspond également à Didier Raoult. Hein. Didier Raoult fait partie du monde scientifique. Et comme les scientifiques ne font que se faire la guerre, ne tombent jamais d'accord, qu'il n'y a rien de clair et qu'on n'arrive à rien conclure, il y a maintenant une forme de relativisme qui s'est installée. Ça me rappelle cette guerre qu'il y a eu à la fin des années 90 sur la post-vérité. Donc, je m'inquiète un petit peu parce que j'ai l'impression qu'on a basculé d'un débat scientifique sur la post-vérité à un débat public sur la post-vérité. C'est-à-dire que je ressens de plus en plus, alors je ne sais pas si c'est biaisé parce que je n'ai pas d'études qui me montrent à quel point c'est présent, mais dans mon entourage, quand je parle à des gens, quand j'essaye de débunker des choses, quand je discute, etc., l'argument phare qui m'est fait, c'est « Alex, tu ne détiens pas la vérité. Il y a plusieurs vérités, chacun la sienne. » Et c'est effectivement, on est à une ère de post-vérité. Alors, c'est des concepts philosophiques complexes. Hein. Je me suis mis à lire un peu de la philo des sciences parce que je trouve ça intéressant aussi. En fait, on confond perception et monde réel objectif. C'est-à-dire qu'on doit convenir qu'il existe un monde réel objectif dont on peut même contester l'existence. On n'est même pas sûr qu'il existe. Mais en tout cas, qu'on a l'impression de tous percevoir. Et cette perception peut être différente d'une personne à une autre. Et c'est la perception qui fait cette différence. C'est pour ça qu'on a chacun sa vérité, entre guillemets, mais qui n'est pas en fait la vérité objective, qui, elle, est l'objet au centre. Donc, c'est intéressant de manier un petit peu ces concepts et d'y réfléchir, mais moi j'ai l'impression que ces concepts ne sont pas tant réfléchis, ils sont survolés dans la population, et qu'on est passé d'une époque où il y avait une forme de confiance quasi religieuse aux scientifiques, c'est-à-dire que blouse blanche égale vérité, qui était critiquable, et que les éthiciens critiquaient énormément. Et qui était fantasmé, pour revenir à ton histoire de tout à l'heure, c'était surtout fantasmé. Ouais, fantasmé, et qui est problématique, hein, qui pose problème. Mais on est passé dans l'extrême inverse maintenant. C'est-à-dire que on peut plus croire personne, il y a plein de vérités différentes, on n'a qu'à choisir le scénario qui nous plaît, on trouvera toujours un mec en blouse blanche qui dira ce qu'on veut. Donc, c'est comme les sites internet.
Ouais. On retrouvera toujours un qui est comme nous. C'est exactement ça. Alors que cette notion de consensus scientifique qui essaye d'être mise en avant, elle est intéressante. Moi, je pense qu'il faut même aller au-delà du terme consensus parce que le consensus peut être dans le faux. On peut se tromper. Par contre, ce qui fait consensus, c'est qu'on intègre l'intégralité des observations de tout le monde. On fait le tri avec les mensonges, les faussetés, les fraudes. Alors, on ne les voit pas tout de suite. Parfois, il faut Wakefield, il faut attendre un certain temps pour que la publi soit rétractée. Mais le consensus scientifique s'établit en disant ça, on est tous d'accord, on le perçoit comme ça, tous. Et ça, il y a lui qui le perçoit comme ça et lui qui le perçoit comme ça, donc on ne peut pas trancher, mais il y a ces deux aspects dont il faut tenir compte. Donc le consensus va dire très largement tout ce qui est admis, accepté, et tout ce qu'on peut exclure, qui est en tout cas considéré comme faux, soit frauduleux, soit trompé, erreur. Et donc je pense que en ayant cette vision-là du consensus, en le comprenant un peu mieux comme ça demande du temps à bien assimiler, on peut comprendre l'intérêt de la science et du monde scientifique, etc. Mais je me rends compte que les gens, beaucoup de monde ne veut pas faire cet effort-là d'aller jusqu'à cette compréhension du consensus. C'est non, mais le consensus, il n'y en a pas. Il y a toujours un scientifique qui dit le contraire. Et il suffit qu'il y en ait un qui dise le contraire pour qu'il n'y ait pas consensus, de toute façon. Et qui vous dit que c'est les 50 qui ont raison? Si le faux, c'est celui qui est tout seul qui a raison. Et ça arrive très souvent. Et c'est vrai que ça peut arriver. Et c'est vrai que le nombre ne fait pas l'autorité, clairement. C'est pas parce que j'ai 50 fois le même point de vue biaisé que j'ai raison. Non, mais en même temps, on s'attelle à expliquer que le consensus, il dit lui-même jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Il y a aussi une ouverture de possibilités autres, alors que les tenants j'ai envie de dire, des sciences vues alternativement, hein, c'est plutôt de dire non, mais c'est moi qui ai raison, l'autorité c'est moi. Les autres ont tous tort. Bon, voilà. Au moins, les autres ne sont peut-être pas dans le vrai, mais eux, au moins, ils reconnaissent qu'ils peuvent avoir tort. Ouais, non, il faut faire un tri déjà entre les menteurs, les manipulateurs, parce que là, Bien ça, il y en sûr. a, et ça, on en tient trop peu compte, je pense. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment pointer. Il y a ceux qui mentent carrément, qui savent Et qu'ils il y a ceux mentent. qui mentent et de manière organisée parce que derrière, on ne sait pas. Et là, je vais laisser un peu Yanis parler là-dessus parce que je sais qu'il connaît bien le sujet et je vais vous laisser interagir tous les deux là-dessus. Si on reprend l'exemple de Fouché, on a parlé de Fouché, tu as parlé de ses liens avec sa femme à l'IHU, etc. Mais il y a un truc qui n'est pas forcément connu et que les gens ne connaissent pas quand on parle par exemple de colibri. Et pourtant, c'est pas rien de le savoir. Je te laisse expliquer, Yanis. Alors, les colibris. Pour résumer, les colibris, donc c'est un groupe. Ce sont des groupes qui, aujourd'hui, on peut les assimiler à une secte, du moins à des dérives sectaires, parce que chaque groupe de colibris est plus ou moins autonome, a plus ou moins ses différentes règles, mais ils sont tous rattachés à une personne. Cette personne, c'est Pierre Rabhi, et à sa vision de la biodynamie, je crois que c'est comme ça qu'on dit. La biodynamie. Ouais. C'est ça, ouais, je ne me suis pas trompé de terme. Et donc qui est en lien avec l'anthroposophie, etc. Voilà. Qui dit biodynamie dit donc l'anthroposophie. L'anthroposophie. L'anthroposophie, on a toujours envie de dire. Donc voilà. C'est l'anthroposophie, effectivement. Il y a Grégoire Perra qui a fait un super podcast chez Elisabeth Fetti. Et puis on salue notre ami Cyril qui fait partie de FSD Z66. Notre ami Cyril qui est donc un spécialiste de la biodynamie. Et moi, je salue de mon côté l'action antifouchiste présente sur Twitter Tout à fait. Qui est très actif concernant les activités du loulou. Voilà. Ouais. Et rappelons que Fouché, donc les liens avec Colibri, l'ésotérisme via sa famille, etc., c'était bien avant le Covid. Oui, les liens avec Colibri, mais on peut aussi parler de ces liens avec QAnon, notamment via sa connaissance qui est Emma Kreutzli, donc qui est une QAnon suisse. Tout à fait. Alors, il y a chez Louis Fouché, il y a un fond. Il était chez les Colibris. Il a essayé de planquer ça. Il a supprimé son nom, il a changé de nom, etc. On l'a repéré avec WebArchive et compagnie, on a réussi à repérer ça. Et effectivement, il avait déjà des antécédents à partir dans ces dérives-là. Pierre Rabhi est décédé maintenant. Il laisse quand même son héritage des Colibris. Il y a eu Le Monde Diplomatique qui a fait une super enquête sur le réseau, le système Rabhi, je crois. Je crois que Arrêt sur Image aussi avait fait un bon truc sur le sujet, il faudrait que je retrouve. Bon, en tout cas, oui, c'est des choses qui peuvent paraître intéressantes à des militants.
Moi qui suis très militant, qui suis très engagé, c'est des choses auxquelles je suis sensible dans le discours. C'est-à-dire que le discours de fond, il est de faire une sorte de sécession, de dire, voilà, notre système capitaliste, on est contre. Il y a trop de croissance économique, trop de destruction de l'environnement, trop de... Et donc, on aimerait sortir du système, en quelque sorte, se poser, et puis faire notre petite communauté dans notre coin, tranquille. Moi, c'est un projet que j'avais en tête, hein, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, peut-être même plus tard, je le ferai, il y a des chances que je le réalise. J'ai envie de faire ce genre de choses. C'est quelque chose qui plaît à beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui fait ça, et je connais des ingénieurs qui essaient d'être autonomes en énergie, etc. L'idée étant de lutter contre le réchauffement climatique, de lutter contre le fonctionnement de notre société qui est extrêmement stressant. Donc tout ça, on le partage en fait. C'est des valeurs qu'on a en commun avec les personnes qui rentrent dans ces choses-là. Donc pourquoi les pointer à ce point-là? Et pourquoi est-ce qu'on les critique? Parce qu'en fait, c'est instrumentalisé. C'est juste en apparence utilisé, et ça attire des gens comme moi, comme vous, comme tout le monde, dans les filets d'une structure qui, elle, est beaucoup plus sectaire, repose sur des principes ésotériques. La biodynamie, c'est quelque chose qui est totalement... Enfin, on va enterrer des cornes dans le champ pour que le blé pousse mieux. Enfin, c'est des choses qui sont plus du tout dans le rationnel. On devient que les Mayas ne faisaient pas. Ouais, non, on tombe dans des choses moi, je trouve qu'au contraire, on a des connaissances, on a développé des connaissances. Peut-être qu'on est allé un peu trop vite. On peut considérer, je conçois tout à fait, qu'on est dans une société extrêmement tout technologique, avec des caméras tout partout, de la surveillance, etc. Qu'on allait peut-être un peu trop loin dans cette technologie. Et qu'il y a des gens qui veulent réduire cette technologie. Et je le comprends et je le conçois. Mais éteindre toutes les connaissances qu'on a et dire je n'aime pas les technologies, donc la connaissance acquise est fausse, c'est une erreur. La connaissance acquise, elle reste vraie. Tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on sait, toutes nos connaissances, on les a. Et si on décide de tout rejeter et de retourner à une sorte d'obscurantisme et d'inventer des histoires type biodynamie où des cornes d'animaux permettent de faire pousser le blé, où il y a Gaïa, l'énergie de la nature, ou je sais pas quoi. Donc là, on tombe dans quelque chose de vraiment ésotérique avec une histoire et un discours qui ne correspondent pas à la réalité. C'est pas grave en soi, ça me dérange pas, moi, les hippies qui dansent avec des fleurs dans les champs. C'est sympa, moi j'aime bien. Ouais, moi j'aime bien les festes. En plus, je fais plein de festes tout le temps. J'aime bien les festes un peu avec cet esprit-là. C'est un univers qui me plaît esthétiquement et les gens qui sont dedans me plaisent. Enfin, j'ai une affinité pour les gens qui sont là-dedans. Par contre, là où ça devient problématique, c'est que ça a des conséquences sur les pratiques ensuite. C'est-à-dire que si on décide de vouloir vivre en autarcie, qu'on a envie de s'en sortir et que on est convaincu de cette histoire de Gaïa ou de je sais pas quoi et qu'on commence à croire qu'on va faire des bonnes récoltes en faisant n'importe quoi. Là, on va se retrouver dans la merde parce qu'on va pas produire assez pour pouvoir subsister. On va se retrouver avec des grosses difficultés. Moi, je connais plein de gens qui ont essayé de sortir du système et qui maîtrisent pas et qui abandonnent au bout de 6 mois parce que justement, ils ne maîtrisent pas le sujet. Ils vont dans un truc complètement farfelu. Et je pense que c'est là tout l'enjeu. C'est de ne pas rejeter nos connaissances, de dire on a des connaissances, on a des compétences, on sait des choses. Et même sur les OGM, par exemple, il y a des gens qui rejettent par principe le terme OGM, qui sont partis très loin. Quand on regarde en détail, il y a des OGM il y a des tentatives de faire des OGM d'État, c'est-à-dire que ce n'était pas les labos privés qui les faisaient, c'était les États qui essayaient de les faire pour un bien public qui permettait d'avoir des plantes. L'homme a toujours amélioré les plantes, et ça permet d'avoir des plantes qui permettent de se substituer à des problèmes, soit d'irrigation. Donc, je pense qu'il ne faut pas être sectaire, dogmatique et rejeter tout par principe et rejeter nos connaissances et tomber dans l'obscurantisme absolu. Et c'est malheureusement ce à quoi poussent ces mouvements type anthroposophie, colibri, etc. Ils poussent à rejeter nos connaissances et à inventer des histoires parallèles qui, en soi, peuvent être rigolotes et attrayantes et qui peuvent paraître sans conséquence, mais qui, lorsqu'on y rentre, vont avoir des conséquences sur la personne qui peuvent aller très loin. La démédicalisation. Par exemple, quand on t'explique que la maladie, faut pas chercher à la combattre. Parce que Exactement, la maladie, c'est quelque chose, c'est normal. Il faut que le virus passe en toi, laisse-le passer en toi. Ouais, c'est quand on arrive à ce genre de considération qui ne s'appuie sur rien de nos connaissances, qui vont à l'encontre de toutes nos connaissances, là, on commence à mettre en danger la santé des personnes, à leur faire perdre des chances par rapport aux connaissances qu'on a.
on a des connaissances, autant s'en servir. Ce qui ne veut pas dire qu'on veut absolument un truc ultra médicalisé. Une personne peut très bien, malgré les connaissances, décider qu'elle préfère décéder ou prendre des risques. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter. Voilà. Mais lui faire croire que la médecine allopathique, comme ils aiment le dire, ce qui est un terme que je trouve déjà absurde en soi, en tout cas que cette médecine serait inhumaine, etc., qu'il ne faut pas la faire et la rejeter par principe, ça, c'est mettre une personne en danger. Lui expliquer l'intérêt qu'elle a, lui expliquer ce qu'elle permet de faire, etc. Et puis lui expliquer que les personnes soient conscientes que manger des graines, c'est complètement débile dans le cadre de sa pathologie, mais que bon, si elle n'a pas envie et qu'elle a envie de se prendre des graines à la place et qu'elle risque de mourir qu'elle le fasse, je pense qu'on peut l'accepter. C'est un problème éthique. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste de ça et je pense que ça peut être intéressant même de faire une émission sur ça. À partir de quel moment est-ce qu'il faut intervenir pour sauver une personne contre sa volonté ? Parce que ou augmenter ses chances contre sa volonté. Faudrait-il que ce soit une volonté éclairée et en connaissance de cause. Mais si elle est éclairée, je veux dire, à partir du moment où on considère qu'une personne est vraiment éclairée, si on a vraiment ce prémisse-là, c'est-à-dire que la personne ne s'est pas faite mentir, elle est consciente de l'intérêt de la médecine, et puis elle se dit non mais moi en fait je préfère crever parce que voilà, je trouve que l'homme il doit mourir aussi, j'aime bien l'idée de mourir à 30 ans. Voilà, j'exagère un peu la chose, mais j'en connais qui parlent comme ça, j'ai des gens qui je leur ai parlé pendant la pandémie, c'était dans les Gilets jaunes justement, je leur disais écoute, moi ce que je veux, mon enjeu il n'est pas de te forcer à te confiner ou quoi que ce soit, mon enjeu il est juste qu'on s'en sorte au mieux. Mais effectivement, je veux qu'on prenne nos décisions par rapport aux réalités. Si tu me dis qu'il va y avoir quasiment pas de mort et que c'est comme une grippe, là je te dis que ta prise de décision n'est pas bonne, elle se prend sur une base mensongère. Par contre, si tu es conscient qu'il va y avoir des millions de morts si on fait rien, qu'il y a des gens qui vont mourir dans la rue parce qu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux, là, on peut commencer à discuter. Si tu acceptes cette réalité et que tu dis ouais mais je veux pas confiner quand même, je préfère que tout le monde meure et moi si j'ai 70 ans j'ai envie de mourir, je suis d'accord pour qu'il y ait 4 millions de morts en France, enfin j'exagère un peu le chiffre mais voilà, je pense que c'est un moment où on peut discuter avec la personne parce qu'elle assume la réalité, le monde réel. Et par contre, on a eu des gens qui n'étaient plus dans le monde réel. Et c'est là tout le problème, c'est qu'ils n'assumaient plus la réalité des choses, ne tenaient plus compte de la réalité. Et donc là, ils n'étaient plus dans un débat d'opinion sur une réalité, mais ils étaient dans une ère de post-vérité où ils avaient créé leur vérité alternative. Et ça, c'est les magismes, l'ésotérisme, les théories du complot, c'est bien au-delà du réel, c'est même à contre-courant du réel, et comme tu le dis, ça devient très dangereux. Eh bien, écoutez, les amis, c'est vraiment presque 3 heures de vidéo, c'est une première pour nous. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour conclure, pour conclure, donc je te passe un message, Alex, donc de la part d'une personne qui s'appelle, son surnom est Nef, et cette personne a un message pour toi de la part de lui et de certains de ses proches. On est nombreux à te remercier pour tout le taf que tu fais. Merci encore. Voilà. Merci pour beaucoup. Tout le travail de vulgarisation. Faut pas qu'il hésite à venir me parler. Moi, je suis très accessible. J'essaie de me rendre le plus accessible possible. Et ouais, c'est vraiment super gentil. Moi, je demande pas tant les soutiens. Je suis très content quand les gens, ça les motive aussi à faire des choses. Je trouve que toi Yanis, tu t'es motivé aussi un petit peu à essayer de t'impliquer. Et je pense que ce qui est une bonne chose, c'est que les gens s'impliquent eux-mêmes finalement dans des choses, voient qu'il y a d'autres pays qui font, mais se disent pas allez, il fait tout, je le laisse faire. Ils se disent allez, moi aussi je vais m'y mettre. Et qu'ils n'hésitent pas aussi s'ils ont besoin de conseils ou qu'ils veulent mon avis en quelque sorte. Je suis pas non plus le plus éclairé de tous. Je donne les conseils que je donne comme je peux. Mais s'il y en a qui se sentent pas trop de faire au début et qui voudraient savoir un peu comment faire, ça me dérange pas du tout de filer des coups de main. Je pense que c'est important qu'on se mobilise de plus en plus à tous se faire des choses. Et qu'on mutualise nos forces et qu'on travaille ensemble pour essayer d'améliorer les choses. Ouais, donc moi j'ai tendance à pas citer grand monde tout le temps. J'aimerais remercier tellement de monde tout le temps. Je remercie peu de monde tout simplement parce que à la fois j'ai pas tout le monde en tête et j'ai toujours peur de dire lui et pas l'autre. Alors du coup je dis personne. Et mais ça veut pas dire que je suis pas reconnaissant de tout ce que font l'ensemble des personnes qui bossent aussi bien dans le domaine de la vulgarisation que dans le debunk, que dans plein de choses. Ouais, et donc je pense que c'est important qu'on partage les contenus les uns des autres, qu'on les fasse connaître.
et qu'on travaille collectivement le plus possible, parce que c'est effectivement, je pense qu'on a un gros combat à mener pour que la science et le fait scientifique et la connaissance soient à nouveau reconnus. Parce qu'il y a une défiance, comme je disais, cette post-vérité là que j'arrête pas de citer. J'ai peur que dans la société, il y ait maintenant une sorte de défiance envers tout le monde scientifique qui s'installe, et une sorte de travail à faire pour regagner une confiance. Et ça demande du temps, ça demande de l'investissement et ça demande des échanges. Eh bien, ça tombe bien, puisque c'est le combat quasiment de chacun d'entre nous qui est ici. C'est ça. Donc, c'est très bien. Pour finir... En tout cas, pour finir là-dessus, Alexander Samuel, aka Alexam, on peut te retrouver donc sur ton blog rechercheindépendante.blogspot.com. On peut te retrouver sur Facebook et aussi sur Twitter, où tu n'hésites pas à faire ce qu'on appelle des threads, ou même à interpeller des gens. Notamment, j'ai vu que tu avais interpellé le maire d'Antibes il n'y a pas si longtemps. J'ai vu que tu avais plusieurs fois interpellé le CNRS concernant Laurent Mucciolini. Donc, n'hésitez pas, les gens, à aller voir tout ça, à vous abonner à son Twitter, à son Facebook, et à aller voir évidemment les vidéos qu'il a pu faire chez plein de gens. Merci. Tout ça sera bien sûr dans la description, hein, c'est pour ça que je faisais les petits gestes, comme d'habitude, tout en dessous. Je mettrai tout ton blog, etc. Et puis toutes les enquêtes qu'on a citées, je les mettrai dedans. Pour finir, Alex, est-ce qu'il y a une actualité dont tu aimerais parler là? Alors, l'actualité la plus chaude en ce moment, c'est la fameuse histoire Doctolib. Et couplée à Réinfo Covid. Je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a deux choses qui se produisent. Les autorités se bougent. Alors, premièrement, il y a eu les affiches anti-vax par le Conseil scientifique indépendant de Réinfo Covid à Toulouse, où là, maintenant, il y a enfin des poursuites. Et en parallèle, il y a Doctolib qui a été pointé par un réa du 93, repris par l'Extracteur, qui fait un super boulot. Et à Jérôme Marty, évidemment, au front, que je salue, sur ces thématiques. Donc, alors, ce que je trouve vachement intéressant sur ces deux choses, c'est qu'il y a un petit lien entre les deux. C'est-à-dire que j'ai regardé un petit peu les naturopathes de Doctolib. Alors, on a pointé Irène Grosjean, qui est une naturopathe, formatrice très connue chez les naturopathes, qui dans une vidéo prône carrément des attouchements sexuels sur des mineurs, sur des bébés. On l'a partagé, pour ceux qui suivent, on l'a partagé sur nos chaînes. Voilà. Et donc, en gros, si un bébé a de la fièvre, faut tripoter son pénis pendant 10 minutes entre le prépuce, voilà. Et pour les filles, faut mettre des glaçons dans le vagin. Enfin, voilà. C'est de la torture sur des hommes. C'est le vagin, quasiment, elle ne le dit pas, mais quasiment jusqu'à l'orgasme, puisqu'elle parle d'endormissement derrière. Ouais, non, c'est quelque chose de... C'est très violent, hein, c'est extrêmement violent. Je suis étonné que toute la sphère qui se plaint du complot pédosataniste réagisse pas à la pédophilie apparente. Merci la dissonance cognitive. Ouais. Mais bon, globalement... je pense que ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé un peu les naturopathes qui prennent la parole, notamment par exemple sur BFM, pour défendre la naturopathie en disant oui, mais attendez, pas tous, not all naturopathes, voilà, on n'est pas tous comme ça. C'est marrant parce que à chaque fois qu'il y en a un qui parle, je vais regarder. Et puis donc, on regarde un petit peu, on voit qu'ils partagent Irène Grosjean ou leur formation. Alors, il y en a une qui est formatrice, par exemple, et son école a plein de gens qui ont été formés, qui partagent tous Irène Grosjean. Donc, c'est super drôle. Donc, déjà, le lien avec Irène Grosjean, il est quand même présent. Mais ce qui est aussi très marquant, c'est qu'on retrouve très, très souvent dans ces milieux naturopathes la présence de Delorgeril et de Reliquet, notamment le syndicat de naturopathie, là j'ai oublié son nom complet, il y a un syndicat de naturopathie dont la présidente s'exprime, elle organise des congrès, et dans les congrès, on voit que Reliquet et Delorgeril sont invités. Donc, c'est des personnes qui racontent vraiment n'importe quoi. Ils essayent de se désolidariser, mais au final, on sait bien qu'ils sont... Et c'est des personnes qui interviennent dans le conseil scientifique indépendant de Réinfo Covid. Et oui, qui sont en lien avec ça. Réinfo Covid qui nous réinforme bien. Voilà. Donc c'est assez marrant parce que finalement, ces acteurs sont assez limités. Ils sont pas si nombreux que ça, c'est des informateurs. Et
ils passent d'un endroit à un autre et on les retrouve en fait. Et donc il y a deux actualités qui sont en apparence très différentes et où quand on creuse un petit peu, quand on fouille les acteurs derrière, on se rend compte qu'il y a des mêmes acteurs. L'AIMSIB est présent dans les deux fronts, est très présente, et Eric Mena, qui est un des pires hein, dans ce domaine-là, qui est extrêmement présent. Et évidemment, c'est en lien avec Hold Up, le documentaire, tout. Il y a des intervenants, il y a Irène Grosjean qui a fait un truc avec Miguel Berthélémy. Miguel Berthélémy qui intervient dans Hold Up. Donc, on a des liens entre ces personnes qui sont très très fréquents parce que c'est un petit monde, ils se connaissent, ils sont pas si nombreux que ça et ils causent énormément de tort à la santé publique. Tout à fait. Et comme actu un peu plus discrète, mais qui est quand même dramatique. Il y a 2 semaines, il y a Damien Wanhart, j'ai oublié son nom de famille exact, il se fait appeler Damien Wanhart, qui est décédé. Damien Riposati, qui est décédé en allant faire une séance de jeûne dans la forêt, dans mon département. C'est quelqu'un qui était très proche de tous ces milieux, naturopathes, etc., et qui malheureusement est décédé durant une sorte de retraite dans la forêt. On rappelle que Irène Grosjean était aussi très proche de Casas Nova. Casas Nova qui cumule plus de 600 plaintes auprès de la Miviludes. Et on verra ce que ça donnera, hein, parce qu'il avait soi-disant arrêté sa chaîne, il a reprise. Mais il faut quand même comprendre le pognon de dingue que se font ces gens-là. Ils se font à la fois du pognon et surtout, moi je trouve que ils ont des autorités scientifiques derrière, ils ont des statuts scientifiques. Ils ont des autorités scientifiques et ils servent des idéologies très dangereuses et très douteuses. Ouais. Et je trouve que les tutelles nous trahissent un petit peu. C'est comme c'est Jacques Robert qui a dit ça, qui a écrit un superbe article, La trahison des tutelles. Les tutelles nous trahissent en n'intervenant pas, en laissant faire. Le CNRS qui laisse Mukeli pendant 2 ans faire ce qu'il fait. Bien sûr, scandaleux. Et c'est un scandale d'autant plus fort. J'ai fait un fil Twitter que je vous le passerai si vous voulez, où j'ai pris une tribune donc, dans le média QG de Mukeli et j'ai décidé de prendre un par un tous les noms qui ont signé cette tribune, qui est une tribune complotiste qui raconte n'importe quoi. Et le nombre de chercheurs CNRS signataires de cette tribune est hallucinant. C'est pas Mukeli isolé. C'est un grand nombre de chercheurs qui signent cette tribune. Ouais. Et je pense que à ce niveau-là, faudrait. Moi, j'aurais aimé qu'on demande à ces chercheurs s'ils ont signé rapidement parce que c'est des proches de Mukeli qui l'aiment bien, ou qui sont potes, ou je sais pas, ou qui sont signés à l'arrache. Ce qui est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, qu'on leur demande de retirer leur signature. Mais que le CNRS fasse ce travail. Qu'ils aillent interroger un par un les signataires de leur tribune. On a vu des pétitions liées à Réinfo Covid qui avaient soi-disant X milliers de personnes et ils n'y étaient pas. Hein. Oui, bah oui. Non, mais là, par contre, on a des gens, moi, j'ai regardé leur profil sur les réseaux sociaux, etc. On a des gens qui sont chercheurs, qui sont des statuts, maîtres de conf, etc. Et ça fait peur. Et ils sont nombreux. Et ils sont pas visibles. C'est pas des gens que vous voyez dans les Réinfo Covid et compagnie. C'est des gens qui sont très discrets sur les réseaux sociaux. Mais qui postent toutes les conneries H24. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas un problème à dénoncer et c'est pas des personnes qu'il faut lyncher. C'est des personnes qui sont en souffrance, c'est des personnes qui ont un statut, qui sont maîtres de conf, qui ont des capacités intellectuelles, qui ont fait preuve de leur statut, et qui sont partis dans une dérive complotiste complète. Pourquoi? Et je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'explications personnelles. Il peut y avoir des souffrances personnelles au travail, j'en sais rien. Peut-être qu'ils ne se sentent pas reconnus leur juste valeur dans le monde scientifique, etc. Je me pose la question. Mais je pense que le rôle du CNRS, c'est aussi de s'occuper de ses employés. C'est de s'occuper de son personnel. Et par s'occuper de son personnel, je ne parle pas de répression. Je parle aussi de santé. Et s'il y a des personnes qui... prendre la problématique en compte, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et s'il y a des personnes qui sont dans une dérive complotiste absolue, bah justement, il faut pas les sanctionner tout de suite, il faut aussi les accompagner. Mukeli, j'ai pas envie nécessairement qu'il se fasse virer. Et j'aime bien ses travaux sur les violences policières. Il fait beaucoup de travaux très intéressants sur les violences policières. J'aimerais que le CNRS s'occupe de sa santé. Vérifie. Moi, j'en sais rien. Moi, je suis pas psychiatre. Je veux pas psychiatriser à outrance. Mais quelqu'un qui a ce genre de propos, il y a un problème pour moi. Eh bien, la porte est ouverte. Donc, si les gens du CNRS veulent un droit de réponse. Alors, Yanis, excuse-moi. Donc, Alexander, c'est bon pour toi?
Bah écoute, ouais, c'est bon, tu utilises comme tu veux. Voilà, tu fais ce que tu veux, tu découpes où tu veux, tu peux même me faire dire le contraire. Yanis, je couperai rien en fait. Yanis, tu as une actualité toi? J'ai 2-3 actualités même. Déjà, je vais redevenir actif sur YouTube en lançant plusieurs concepts vidéo, notamment reprendre le débunkage en vidéo et aussi une émission sur la zététique. Donc, je travaille encore un peu le concept, comment je vais apporter ça, essayer de faire quelque chose d'original. Pas faire forcément ce qui a déjà été fait, mais une idée globale serait pourquoi pas d'organiser un débat entre les différentes branches de la zététique, enfin les différents les différentes branches qui divergents. secouent en ce moment la zététique, tu veux dire? Voilà, c'est ça. En ce moment, ça a toujours été, puisque déjà, Bernard Alexander nous en avait fait une part tout à l'heure, qu'il avait vécu l'expérience déjà donc, en 2010, si ma mémoire est bonne que tu as dit. Donc, oui, voilà. Donc c'est pas nouveau non plus. Hein. Il y a la branche Blanc-Rue qui est un peu disparue, mais qui était active à une époque. Oui, on a le cobalt en ce moment. Il y a des problèmes, il y a des choses à gérer là. Il y a des marqueurs politiques très forts et le problème, c'est que les marqueurs politiques de l'un, il a tendance à voir que le marqueur politique de l'autre en face et il oublie qu'il en a lui aussi. Bah, c'est surtout que instrumentaliser le doute pour douter des chambres à gaz. Oui, non, c'est extrême. Là, c'est quand même assez extrême comme manière de faire. Et effectivement, la zététique, c'est le doute, mais pas nécessairement le doute antisémite dans le but de contester les faits établis historiquement et pour lesquels on a plein de preuves. Et c'est voilà. Donc, je pense que là aussi, on a dans le cercle Cobalt, j'ai eu l'occasion de débattre en privé sur Discord avec le chef du cercle Cobalt. Je suis étonné de sa méconnaissance en génétique. Il n'a pas du tout les bases en phylogénie, en génétique, etc. Et il s'adresse à des thématiques sur les races dans l'espèce humaine qui me semblent mériter plus de preuves que... je ne le suis pas, mais j'ai cru comprendre qu'il se fiait surtout à des études américaines, ce genre de choses, peut-être. Oui, il est sur quelque chose qui n'a rien à voir, qui est pas du tout de la génétique, en fait, qui est sur... l'analyse de la forme des crânes, des trucs comme ça, quoi. Il est vraiment sur des choses structurelles plus qu'autre chose. Et je suis assez étonné parce qu'à l'ère de la génétique aujourd'hui, on maîtrise des outils qui nous permettent de mesurer les distances génétiques entre les individus, etc. On n'est plus du tout à cette ère-là, quoi. Je sais pas, les gars, j'espère que ça n'a pas... Excusez-moi, je vous coupe, mais je vois mon indicateur de temps qui me met 2 minutes 40. On était quasiment à 3 heures, alors je sais pas. J'espère que ça va créer un nouvel enregistrement. Non, moi, ça m'affiche toujours comme quoi tu enregistres l'appel. Ben, moi aussi, mais sauf que j'ai un chrono, en fait. Et là, j'étais à presque 3 heures, et là, il me marque 2 minutes 50. Moi, j'ai un chrono à 3h10. Ah bon, moi, à 3h10, moi, je l'ai pas. On verra. 3h10, 26. Ouais. Bon, on verra. Je dirais. Et la dernière de mes actualités, c'est évidemment, à côté de ces activités de débunkage et de zététique, je suis écrivain et poète à mes heures perdues. Et je viens de sortir mon anthologie aux éditions Le Lys Bleu, dans laquelle... On mettra bien sûr le lien dans la description pour voir ça, comme on parlait. Voilà. Et comme dans tous mes poèmes, j'aborde des fois des sujets de société, dont le complotisme. Eh bien, ça marche. Eh bien, les amis, merci beaucoup. J'espère vraiment qu'on n'a pas écrasé la sauvegarde. Je vais regarder ça tout de suite. Aucun souci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Allez, ciao. Ciao.